Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui au développement d'un site web de A à Z. Donc aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre, la modélisation de la base de données et la définition du projet. Donc ce que je vous propose dans cette série de vidéos, c'est de voir vraiment comment construire un vrai projet, un projet qui pourrait être demandé par un client réel, et comment mener à bien ce projet avec différentes étapes qu'on va séparer en chapitres. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu la mise en situation. Donc je suis développeur freelance et un client vient me voir en me disant bon, ben voilà, moi j'aimerais bien avoir un site pour mon entreprise et j'aimerais bien que ce site soit dynamique, c'est-à-dire que je veux pouvoir gérer moi-même mon contenu. Donc à partir de là, il va vous donner les différentes définitions des contenus qu'il attend. Donc il dit j'aimerais bien avoir différentes pages où je pourrais mettre les informations que je souhaite mettre sur chaque page. J'aimerais bien avoir un menu que je puisse gérer, donc pouvoir gérer moi-même le placement des différents contenus. J'aimerais bien avoir une partie actualité où on va pouvoir voir les actualités concernant la société et les partenaires. Et enfin, je veux un petit formulaire pour que les personnes puissent faire des demandes de devis ou tout simplement me contacter. Donc voilà. Nous, c'est tout ce qu'on sait sur ça. Donc en général, la plupart des clients que vous aurez s'arrêteront là. Après, vous pouvez avoir pour des projets un peu plus complexes des cahiers des charges un peu plus détaillés, mais aujourd'hui, on va partir sur ça. Donc là, le principe est relativement simple. On va devoir construire ce que l'on appelle un CMS, donc un Content Managing System. Donc c'est un site où l'utilisateur peut directement gérer son contenu sans avoir à passer par un développeur qui éditerait les fichiers. Donc ce qui veut dire qu'on ne va pas devoir utiliser seulement de l'HTML et du CSS, mais on va aussi devoir développer quelque chose de dynamique. Donc pour ce faire, on va choisir deux technologies particulières. Donc PHP au niveau du langage dynamique et MySQL au niveau de la base de données. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer par modéliser la base de données. Donc la base de données, c'est vraiment la base du site web, c'est ce qui va nous permettre de stocker les informations que vont rentrer les différents utilisateurs. Donc d'abord, je vais commencer par créer une base de données. Donc ça, c'est une étape qui n'est pas forcément nécessaire. Si vous êtes sur un hébergement mutualisé, vous avez déjà normalement une table de créer. Donc là, moi je suis en local, je suis sur WAMP, donc je n'ai pas de base de données prédéfinie, donc je vais en créer une. Donc là, je vais dans Database ou base de données. Donc ça dépend si vous avez l'interface en français ou en anglais. Moi je l'ai mis en anglais parce que c'est toujours mieux de travailler en anglais en permanence. Et ici on va créer notre nouvelle base. Donc moi je vais l'appeler tuto comme tutoriel. Et ici vous devez choisir l'encodage de caractères qui va être utilisé. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre UTF-8 General _ CI. Alors CI ça veut dire Case Insensitive. Ça veut dire que la recherche, lorsque vous ferez des recherches, MySQL ne fera pas de différence entre un L majuscule et un L minuscule par exemple. Et UTF-8 c'est parce que c'est un encodage qui contient tous les caractères accentués et l'important c'est vraiment d'en définir un d'encodage. Donc vous pourriez aussi bien utiliser l'ISO, mais là on va utiliser UTF-8 et on va s'y coller. Donc ça c'est très très important. Je le répéterai jamais assez, mais de toujours garder le même encodage au fur et à mesure du développement. C'est-à-dire penser que si on met ici de l'UTF-8 au niveau de MySQL, il faudra mettre aussi de l'UTF-8 au niveau du site. Et je crée ma base. Donc là, à partir de là, pour créer les différentes tables, je pourrais directement passer par PHP-MyAdmin et créer de nouvelles tables. Mais cette manière-là n'est pas forcément super pratique parce qu'elle ne vous permet pas de bien réfléchir sur l'organisation de vos tables. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle MySQL Workbench. Donc c'est un logiciel officiel fourni par MySQL et qui vous permet en fait de gérer la base de données un peu de manière plus visuelle. Donc ce logiciel est gratuit et est disponible normalement pour toutes les plateformes, donc vous devriez être en mesure de l'utiliser. Donc pour commencer le logiciel, vous cliquez sur Create New ER Model et ici vous allez tout de suite programmer, modifier les informations. Donc la base de données s'appelle tuto et ici l'encodage, on remet UTF-8 General CI. Voilà. Ensuite, on va ajouter un diagramme. Le diagramme, ça vous permet en fait d'organiser vos tables et vos tables. Donc là, tout de suite, avant d'aller plus loin, vous sauvegardez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème si jamais vous avez un petit plantage. Voilà. Et vous pensez toujours appuyer sur CTRL S de temps en temps. Donc, ce fichier, je vais l'appeler UML et j'enregistre. Alors, première chose à faire, concevoir nos premières tables. Donc d'abord, on va avoir une table principale qui va être la table User. Donc, vous cliquez sur ce bouton et vous le placez où vous voulez. Et ici, au niveau du moteur utilisé, vous mettrez MyISAM, je reviendrai dessus plus tard. Voilà, donc ici cette table, je double-clique, je l'appelle Users, et elle va me permettre en fait de stocker les informations concernant les utilisateurs.
Donc au niveau utilisateur, on n'aura qu'un seul rang d'utilisateur, c'est les administrateurs, ceux qui vont pouvoir éditer le contenu. Donc au niveau des colonnes, on va avoir l'id. Donc l'id en fait permet d'identifier un utilisateur. Ça va être unique. Donc, par défaut, c'est une clé primaire, donc ça, il n'y a pas de problème. Et ici, c'est une note nulle, c'est-à-dire que ça a forcément une valeur chiffrée. Et en plus, vous cochez auto-incrémente pour que cette valeur s'incrémente de manière automatique et que vous n'ayez rien à faire au niveau du code. Donc ensuite, un utilisateur a quoi? A un login, donc qui va lui permettre de se connecter. Donc c'est une chaîne de caractères. Donc là, vous pouvez indiquer la valeur qui est le nombre de caractères que l'on peut rentrer. Donc là, on va mettre 255, on va prévoir assez large. Ensuite, on a un mot de passe, donc c'est password. Pareil, 255. Et on pourrait stocker d'autres informations si on en a besoin plus tard. Donc là, on va partir sur un UML de base. C'est rare que lors du développement du site, vous gardez la même structure de table. C'est-à-dire qu'il va y avoir des changements qui seront impliqués soit par le développement ou soit par de nouveaux facteurs. Et du coup, on va modifier un petit peu la base. Donc là, on va vraiment concevoir les tables dans leur aspect basique. Mais vous allez voir que de toute façon, au fur et à mesure du tutoriel, on va les faire évoluer. Donc ça, c'est notre première table qui permettra aux utilisateurs de se connecter. Ensuite, on a forcément une nouvelle table qui contiendra les contenus. Donc les contenus, on va les mettre dans une table qu'on va appeler post, comme des articles en fait, parce que tous les contenus sont des articles. Donc au niveau du schéma, on laisse ça par défaut et on met MyISAM. Alors justement, un petit point entre MyISAM et InnoDB. Globalement, c'est les deux principaux moteurs utilisés par MySQL. Alors pourquoi je mets MyISAM? Tout simplement parce que MyISAM, déjà c'est plus rapide au niveau des selects et notre site aura principalement des requêtes à faire plutôt que des éditions. Et l'autre raison, c'est que MyISAM supporte ce que l'on appelle une recherche full text. Donc si plus tard on veut faire un moteur de recherche sur le site, ça permettra de faire un moteur de recherche avec critères de pertinence, ce qu'on ne pourrait pas faire avec InnoDB. Donc ici, je mets MyISAM. Alors, au niveau des colonnes, on va en avoir beaucoup plus à ce niveau-là. Donc un post a un ID, donc ça n'a pas de problème. Il a un titre, donc ici, je choisis une convention, je la définis au début et je m'y colle. C'est-à-dire que toutes les tables, je vais toujours les nommer de la même façon. Donc le nom, entre guillemets, de l'article, ça va toujours être name. J'aurais pu mettre title, certes, mais bon, j'ai choisi cette convention-là tout simplement parce qu'après je vais l'utiliser sur toutes les autres tables et ça m'évitera d'avoir à chercher au niveau de PHPMyAdmin le nom des champs à chaque fois. Donc le titre, c'est un varchar de 255. Ensuite, j'ai mon contenu. Donc là, c'est pas un varchar parce que ça va être un petit peu court. On va mettre texte. Donc texte, ça permet de rentrer un certain nombre de caractères et c'est suffisant pour notre cas. Ensuite, on va avoir une date de création. Donc on va mettre ça, on va appeler ça created. Donc date de création et ça, on le met au format datetime. Donc au niveau des formats de date, vous en avez trois. Vous avez timestamp, datetime et date. Donc timestamp, ça correspond globalement à datetime. Du coup, on va aussi bien utiliser datetime. Et en fait, la différence entre date et datetime, c'est tout simplement que date ne sauvegarde pas les heures, minutes et secondes, alors que datetime, oui. Donc ensuite, on va avoir un champ online. Donc ce champ, ça sera un entier. Et tout simplement, c'est un champ qui nous permettra de savoir si le contenu est en ligne ou pas. C'est-à-dire que l'utilisateur va éditer un contenu, mais il ne va pas forcément tout de suite le mettre en ligne et l'afficher à tout le monde, parce qu'il est en train de l'éditer. Donc online nous permettra de savoir si le contenu est en ligne ou pas. Ensuite, on va avoir ce que l'on appelle, on va avoir un type. Alors, pourquoi ça? Mais comme vous l'avez entendu au début, l'utilisateur veut pouvoir gérer plusieurs types de contenus, à la fois des actus et des pages. Donc là, il y a deux solutions. Soit on crée deux tables, soit on n'en crée qu'une seule. Donc là, la solution qui me semble la plus logique, c'est tout simplement d'en créer une seule. Parce que les posts et les articles et les pages vont globalement avoir les mêmes contenus. C'est juste qu'il y a plus un aspect d'organisation par temps au niveau des articles. Mais globalement, les contenus sont les mêmes. Donc autant créer ça dans une seule et même base. Dans une seule et même table. Voilà, donc ici on a les trucs de base. Alors maintenant, des champs auxquels on n'aurait pas pensé. Il y en a un qui est important, c'est le slug. Alors le slug, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous allez sur un article, donc ici, par exemple aller sur GraphiCart, lorsque vous allez sur un article, vous voyez qu'on a une sorte d'URL ici optimisée. Donc ces URL-là vont marquer que c'est tout simplement une URL qui ne contient que des chaînes, que des caractères non accentués, donc des caractères alphanumériques, et des tirets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un slug, et c'est tout simplement utile au niveau du référencement d'avoir des mots-clés dans l'URL.
Donc là, on aurait deux solutions. Soit on crée le slug dynamiquement à chaque fois qu'on récupère un article à partir du nom, soit on le stocke en base. Donc là, on va choisir volontairement de le stocker en base parce que ça va nous permettre deux choses. Déjà, de faire des requêtes un peu plus rapidement et surtout de pouvoir mettre des noms différents du titre. Ici, vous voyez que c'est deux mots alors que mon titre comporte beaucoup plus de mots. Donc l'avantage, c'est que c'est optimisé pour le référencement. Donc ici, je crée un nouveau champ, slug, et je le mets varchar. Donc globalement, c'est tout ce que je vois ici pour le moment. Donc après, au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, on reviendra dessus s'il y a des champs à ajouter. Donc ensuite, on a besoin d'une autre table. Alors, c'est une table de configuration. Donc l'utilisateur va vouloir gérer quelques éléments de configuration, donc notamment le titre de son site. On peut imaginer le compte Facebook, l'adresse d'un flux RSS ou n'importe quoi. Donc là, pour stocker toutes ces informations, qui sont des informations qui seront un petit peu morcelées, on va créer une table dédiée qu'on va appeler config pour le coup. Donc ici, hop, je crée une nouvelle table. Et cette table, je vais l'appeler config. Et ici, je mets myISAM. Bon, et je vais la nommer au pluriel, histoire de respecter ma nomenclature. Alors, au niveau de la config, vous allez voir, c'est une table super simple. On a d'abord une colonne ID qui est en auto-incrémente. Donc, je vais vérifier que je l'ai fait ici aussi. Oui. ID en auto-incrémente, comme d'habitude. On a un champ name, qui est le nom de la clé, en fait, et un champ value qui correspond à sa valeur. Donc, globalement, par exemple, on pourrait avoir un nom qui s'appellerait title, et en valeur, par exemple, mon site. Et du coup, ça sera plus simple à récupérer. Donc ensuite, histoire d'optimiser un petit peu le système, ici le nom, c'est quand même quelque chose sur lequel on va faire beaucoup de recherches. Du coup, ici, le nom, je le mets en index unique. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème. Et l'avantage, c'est que ça va optimiser toutes les requêtes. Alors là, j'ai de quoi faire pas mal de choses déjà. J'ai de quoi stocker mes utilisateurs, mes articles et mes fichiers de configuration. Donc il nous manque une dernière petite chose, c'est la gestion des images. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer aussi une table pour gérer les médias et les images. Alors, pourquoi cette table-là et pourquoi adopter cette logique-là? Alors l'utilisateur, en général, sur un article, ce qu'il aime bien faire, c'est ajouter des contenus visuels, donc des images. Alors, ces images, pourquoi les stocker en base et pourquoi choisir cette organisation-là? Donc il y a, je dirais, deux façons de faire. Première façon, c'est que vous créez un dossier image sur votre site et dès que quelqu'un upload une image, vous le mettez dans ce dossier. Lorsque l'utilisateur veut récupérer une des images, vous affichez un explorateur qui permet de lister le contenu de ce dossier-là. Donc ça, c'est la première technique. Avantage majeur, c'est que vous n'avez pas besoin de la base de données, mais désavantage, c'est que ce n'est pas forcément bien organisé. C'est-à-dire que si l'utilisateur rajoute une centaine d'articles avec à chaque fois 2-3 images, vous vous retrouvez avec 200 images dans un seul dossier. Donc c'est impossible de s'y retrouver. Donc l'autre solution, c'est tout simplement d'associer les images à un article en particulier. Donc ça, c'est la solution qui est utilisée par WordPress, c'est celle que je trouve la plus pratique. Et du coup, ça implique de stocker les images en base de données. Donc quand je dis stocker les images, rassurez-vous, on ne va pas stocker le fichier en lui-même, mais on va stocker les URL. Alors ici, je vais créer une nouvelle table, que je vais appeler média. Donc là, vous voyez, j'ai bien choisi une convention, c'est toujours le mot au pluriel en anglais. Comme ça, encore une fois, je ne me trompe jamais. Donc au niveau de cette table média, on va avoir toujours une colonne ID en auto-incrémente, donc ça ne change jamais. Et ensuite, on va avoir un champ qui contient le nom de l'image, donc ça c'est un titre que va pouvoir taper l'utilisateur. On va avoir l'URL de l'image, donc ici moi je vais stocker ça dans un champ qui va s'appeler file, donc qui contient le chemin vers le fichier. Et ensuite, on va avoir besoin de lier cette image-là à un article. Donc comment on fait ça? Tout simplement, on va créer ici un champ qu'on va appeler post_id. Cette clé-là, c'est tout simplement l'article qui correspond à ce média-là. Donc ça va être un entier. Et du coup, cette liaison, on l'a fait ici au niveau de l'interface. Alors, il faut descendre parce que j'ai plus de place. Voilà, ici, vous avez la possibilité de faire des liaisons. Donc là, ce que l'on va faire, c'est cette liaison-là qui nous permet de choisir la clé. Donc ici, je commence, je sélectionne la clé étrangère, donc c'est post_id, et ce sera lié au poste par l'id. Et du coup, vous voyez qu'ici, j'ai la liaison, et cette petite bulle devient rouge parce que ça devient une clé. Alors voilà, on continue à réfléchir si on va avoir besoin d'autre chose. Alors peut-être sur les posts, ici, mettre en auteur, ça peut être pas mal pour savoir qui a édité quoi. Donc ici,
je crée un champ user ID et de la même façon, je le mets en int et de la même façon, plutôt, je vais faire une liaison. Donc hop, user ID sur cette idée-là. Voilà, sur la configuration, il n'y aura pas de besoin de liaison, ça se fera tout seul. Donc ensuite, au niveau des tables, là je pense que c'est bon. Alors peut-être média. Donc là ça dépend. Ici nous on va imaginer qu'on n'a que des images, hein, donc on n'aura pas ce problème-là. Mais si vous voulez pouvoir avoir un gestionnaire de médias qui... Alors je réfléchis. Au niveau des médias, ça peut être pas mal de permettre à l'utilisateur d'uploader autre chose que des images. Du coup ici, au niveau de ma table, hop, c'est ici, je vais créer un champ type qui sera un varchar qui me permettra de savoir de quel type correspond le média. Donc il pourra uploader des PDF, des images. Bon, les vidéos c'est déconseillé, bon, mais il pourrait le faire. Donc comme ça me permettra de différencier les différents types de contenu. Donc voilà, au niveau de la base de données, je crois qu'on a bien fait le tour. Donc vous voyez, c'est relativement simple, hein. Là c'est une structure très très basique. Après on l'améliorera au fur et à mesure si on a besoin de développer de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles choses. Donc par exemple créer une table commentaire si on veut des commentaires. Bon, ça on verra ça plus tard. Donc maintenant, comment transférer ça au niveau MySQL? C'est très simple, MySQL Workbench gère ça quasiment tout seul. Vous faites Fichier, Exporter, vous choisissez la première option. Et du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de cocher cette case-là pour éviter qu'il fasse les liaisons au niveau MySQL, parce qu'après ça peut être pénible à utiliser lorsque vous voulez faire des suppressions sans faire des suppressions en cascade. Donc là, ça vous évitera des petits problèmes plus tard au niveau MySQL. Donc vous cochez cette case, vous cliquez sur Next. Là, vous choisissez quoi exporter, donc nous c'est les tables. Vous cliquez sur Next, vous copiez ça et vous allez le coller au niveau de PHP MyAdmin. Donc ici, vous allez dans SQL, en vous assurant d'être sur la bonne base, vous copiez-coller et vous appuyez sur OK ou Go. Et là, hop, si je reviens sur Tuto, vous voyez que j'ai mes différentes tables et je vais voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, on a notre première table config. Vous voyez que j'ai la clé primaire et j'ai bien le nom qui est en clé unique. Donc ça, impeccable. J'ai la clé primaire et la clé qui correspond à PostID. Donc ça, pareil, c'est bien d'avoir ces clés-là parce que ça permet d'optimiser les requêtes. Donc pareil, post, j'ai mes contenus et users, de la même façon, j'ai mes contenus. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à voir dans ce chapitre-là. Donc vous voyez maintenant, on a appris à créer une base de données en fonction d'une demande client, c'est-à-dire apprendre à modéliser les informations, à savoir comment les structurer, est-ce que j'ai besoin d'une liaison ou pas, est-ce que j'ai besoin de séparer en plusieurs tables ou pas. Et ensuite, on a vu comment porter ça sur MySQL. Donc c'est fini pour ce chapitre-là. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment commencer à développer notre site web, comment structurer le code et quelle logique de développement choisir. Donc voilà, rendez-vous au prochain chapitre.